Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. C'est une horreur. Un peu plus tôt, à 21h20, une première explosion a retenti au Stade de France, porte D. Le match France-Allemagne est en cours. Un kamikaze, le premier de la série, s'est fait exploser. François Hollande est évacué. Moins de 5 minutes plus tard, au coin des rues Bichat et Alibert, des hommes armés de Kalachnikov abattent 15 clients, débarrent le Carillon et le Petit Cambodge. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est pas vrai, oh les pauvres. Un deuxième kamikaze explose au stade. Pendant ce temps, les terroristes à Paris poursuivent leur route vers la rue de la Fontaine-au-Roi, puis la rue de Charonne. La Bonne Bière et la Belle Équipe sont pris pour cible. Un kamikaze se fait sauter comptoir Voltaire, pendant qu'un commando entre au Bataclan pendant un concert. « 21h53, Stade de France. On vient d'entendre une troisième déflagration, là, il y a vraiment quelques secondes. Le président américain est le premier à parler. Liberté, égalité, fraternité. Devant le Bataclan, la police organise son attaque. La zone pourrait être minée, il pourrait y avoir des explosifs. Attendez, on entend des coups de feu. Immédiatement, les premiers morts, premiers blessés, premiers miraculés, les secours découvrent l'ampleur de l'attaque. Ah super, Et du coup, pas de commandement. J'ai deux équipes dessus. Là, on est en guerre. J'ai deux équipes dessus. Donc on prend la victime, dès qu'on peut, on l'emmène à l'hôpital Saint-Antoine. Le plan blanc est déclenché, tous les hôpitaux parisiens se préparent à accueillir des blessés de guerre. Des otages parviennent à s'enfuir. À l'intérieur du Bataclan, 3 terroristes poursuivent leur massacre. Les policiers n'ont plus le choix, il faut lancer l'assaut le plus vite possible. Les assaillants sont très bien armés, ceinturés d'explosifs. Quelques jours plus tard, le patron de la BRI s'en est expliqué. On a fait une première colonne, une seconde colonne derrière, qui était simplement destinée à passer sur les premiers si les premiers restaient par terre, avec une chaîne médicale en bas de l'escalier qui était là pour accueillir les blessés. On n'a pas tiré tant que les otages étaient là, ce qui a fait qu'aucun otage a été blessé ni tué, même par les terroristes durant l'assaut. À la seconde partie de l'assaut, à l'assaut proprement dit, où là c'était d'une violence terrible, et donc on les a affrontés de face, là il n'y a pas d'échappatoire. Les premiers bilans tombent. En pleine nuit, la France est en état de choc. François Hollande semble arriver sur les lieux là. Nous allons mener le combat, qu'il sera impitoyable. Parce que quand les terroristes sont capables de faire de telles atrocités, ils doivent être certains qu'il y aura en face d'eux une France déterminée, une France unie, une France rassemblée. Des cours d'immeubles, des cafés, des appartements émergent dans la nuit des rescapés. Ils racontent l'horreur. Catherine s'apprêtait à entrer dans l'un des bars. Et voilà, et petit à petit, on commençait de comprendre qu'il avait fusillade juste devant nous. En fait, moi, je savais parce que j'avais les lumières derrière ma tête. J'avais entendu le bruit. Je n'étais pas sûre qu'est-ce que c'est. Jusqu'à le moment quand ils font vraiment confirmer qu'il y a les morts. Tard dans la nuit, le procureur de la République, François Molins, donne une idée de la sophistication des attentats. L'enquête va s'attacher à déterminer ce qui s'est passé sur 6 sites. Au Stade de France, où il y a eu des morts. Boulevard de Charonne, où il y a a priori 18 morts. Boulevard Voltaire avec 1 décès. Rue Fontaine-au-Roi avec 5 décès. Et rue Alibert avec 14 décès, ainsi que de très nombreux blessés graves, voire en urgence absolue. À cette heure-là, le bilan dépasse déjà 120 morts. Samedi matin, la France est en deuil, Paris est vide. À l'Élysée, sous un drapeau en berne, François Hollande réunit un conseil de défense. La France est en état d'urgence. 1500 militaires supplémentaires sont déployés et les frontières mises sous surveillance.
En ce qui concerne l'état d'urgence en premier lieu, je précise qu'il a été instauré par un décret pris en Conseil des ministres cette nuit et qu'il est d'application immédiate. L'État islamique Daesh a revendiqué les attentats dans la nuit. On commence à comprendre que tous les terroristes ne sont pas morts. Paris se mure dans le silence, celui du jour d'après. Timidement, les riverains approchent du Carillon, de la Belle Équipe ou du Petit Cambodge pour y déposer fleurs et bougies. Dimanche matin, à Molenbeek en Belgique, la police interpelle 3 personnes et perquisitionne. Le parquet de Belgique annonce que certains des terroristes de Paris ont résidé à Bruxelles, y ont loué des voitures qui ont servi aux attentats. Tous les regards se braquent vers ce quartier, repère connu de djihadistes européens. Paris lance un appel à témoins. L'un des terroristes est en fuite. Il s'agit de Salah Abdeslam. Place de la République, des milliers de personnes sont rassemblées malgré l'interdiction de manifester. La volonté d'être ensemble est plus forte, jusqu'au moment de panique. Panique qui naît de rumeurs, Paris est à cran, Paris a peur. En quelques minutes, tout le quartier de la République se vide, les gens se ruent dans les restaurants. Quelqu'un a entendu une explosion. La rumeur se propage ici, au Carillon. La police est sur les nerfs. Entrez chez vous! Éloignez-vous! Marchez loin! Écartez-vous! On est obligé de toute façon de prendre toutes les mesures de sécurité adéquates parce que s'il y a vraiment quelqu'un de dangereux, on ne peut pas se permettre de perdre un citoyen de plus. C'est pas possible. Fausse alerte. Cette nuit-là, les chasseurs bombardiers français, eux, décollent de leur base du Moyen-Orient. Ordre présidentiel, intensification des frappes sur Raqqa, la petite ville syrienne qui sert de capitale à l'État islamique. À midi lundi, la France devient silencieuse pour une longue, très longue minute d'hommage aux victimes. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En mémoire des victimes des attentats parisiens du 13 novembre, nous vous demandons d'observer une minute de silence. Dans l'après-midi, François Hollande a convoqué en urgence le Parlement en congrès à Versailles. C'est en fait l'histoire de France qui est convoquée pour répondre à la violence. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira. Vive la République et vive la France. Jamais les parlementaires de la Ve République n'ont paru aussi émus. Pendant ce temps, l'enquête et l'inquiétude progressent. Les policiers et les services de renseignement comprennent que c'est lui, Abdelhamid Abaoud, qui a coordonné les attentats. Où est-il? En Syrie? À Bruxelles? En France? La police découvre des véhicules, des caches, des appartements loués pour quelques jours. C'est bien un acte terroriste de haut niveau. À Paris, la nuit, la Tour Eiffel a pris des allures de gardienne de la République. La France est en guerre, mais elle a besoin d'alliés. John Kerry, le secrétaire d'État américain, vient à Paris apporter le soutien de Washington. Mais c'est surtout vers la Russie que l'Élysée se tourne. Fin stratège, Vladimir Poutine est en position de force avec ses troupes en Syrie. À ses officiers, il demande ce jour-là de considérer la France comme un allié. Le porte-avions français Charles de Gaulle quitte Toulon pour la côte syrienne. Il se coordonnera avec les Russes. C'est fait. Bachar el-Assad n'est plus la priorité, la France est en guerre contre l'État islamique. Il est 4h20 ce mercredi matin. Sur la foi d'un renseignement puis d'écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont une adresse et une quasi-certitude. Abaoud est à Saint-Denis, rue Corbillon. La porte blindée résiste. L'assaut est plus long et tourne à l'affrontement.
5000 balles sont tirées. Les djihadistes, dont une femme, ripostent. Un kamikaze se fait exploser. Des milliers de riverains sont réveillés par les détonations. Des centaines d'entre eux sont évacués des immeubles alentours. 2 compagnies de l'armée sont déployées en appui du RAID et de la BRI. Assaut final et arrestation. Il fait jour, les écoles sont fermées. 8 personnes sont interpellées, 3 sont tuées. Il faut attendre 24 heures supplémentaires pour avoir la confirmation. Abdelhamid Abaoud a été tué au cours de l'assaut. Pour les enquêteurs, le travail ne fait que commencer. Une semaine après, tous les terroristes du 13 novembre n'ont pas été neutralisés.